Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du Grand Débrief de la transition énergétique. Je me trouve aujourd'hui dans les locaux de France Compétences où j'accueille tout de suite nos deux invités. Anne de Blinière, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, chercheuse et membre du conseil scientifique de France Compétences. C'est le comité scientifique que je pilote aux côtés de Sandra Anlard, qui n'est pas là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Marine Grimoldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la direction de la certification de France Compétences. Oui, tout à fait. Alors vous allez nous expliquer en quelques mots que représente France Compétences et que fait exactement France Compétences. France Compétences est l'organisme qui régule la formation professionnelle en France. Et c'est un organisme qui a été créé par la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Très bien, donc très intéressant. Vous avez un rapport indirect à la transition énergétique. C'est ce que nous allons voir avec vous, Anne de Blinière. Donc comment France Compétences s'est préparée au défi de la transition énergétique? Alors, moi j'interviendrai tout particulièrement sur le rôle que nous jouons en tant que comité scientifique auprès de la commission de la certification professionnelle qui est chargée d'établir la liste des certifications. Alors, chaque année, France Compétences formule un appel à contribution concernant les métiers émergents, enfin les métiers en particulière évolution ou en émergence. Donc déjà, vous voyez, on travaille que sur les métiers nouveaux, porteurs d'évolution forte, avec des ruptures radicales constatées. Donc, un appel à contribution qui est envoyé à l'ensemble des syndicats professionnels et des organisations professionnelles. Et donc, nous recevons les contributions. En tant que comité scientifique, nous les examinons. Donc, elles sont instruites comme des certifications. Nous les examinons et ensuite, la liste de ces métiers en particulière évolution ou en émergence est soumise à la commission de certification professionnelle qui va les valider. Et ensuite, ces métiers vont paraître une fois par an, jusqu'à présent, vont être publiés par France Compétences. Donc, voilà, ça c'est le point de départ de la mobilisation du comité scientifique sur les métiers en particulière évolution. Alors, pour résumer, vous lancez un appel à contribution ouais. Auprès des branches et des syndicats professionnels. Auprès des branches professionnelles, vous leur demandez quoi exactement quels sont les métiers qui vont émerger, qui vont devenir les métiers de demain? Alors, on est très exigeant en termes méthodologiques. Notamment, on leur demande des éléments sur le contexte d'emploi, le marché du travail, les études qui montrent qu'il y a eu des ruptures radicales. Sur la base de chiffres. Absolument, de chiffres, de données, des ruptures radicales d'activité et de compétences. Je crois qu'on insiste beaucoup sur le fait qu'ils doivent regarder les métiers eux-mêmes. Est-ce que les métiers ont évolué ou est-ce qu'on voit arriver de nouvelles activités? C'est un travail qui doit prendre du temps, non? C'est pas quelque chose qui se fait en un mois ou deux, oui. Ben oui, donc c'est pour ça qu'on a un appel une fois par an, parce que, en fait, alors je viens sur un point qui est important, c'est que ce dispositif de l'appel à contribution, pour moi, a une valeur incitative et accompagne les syndicats et les branches professionnelles à travailler en permanence, parce qu'ils ont des observatoires, ils ont un certain nombre d'outils, mais à réfléchir en permanence à ce qui évolue dans les métiers, à ce qui change, à ce qui fait l'objet de ruptures radicales. Et on leur demande aussi de comparer les certifications existantes. On a un petit problème, et d'ailleurs vous l'avez évoqué tout à l'heure, les évolutions, les changements sont parfois radicaux et d'année en année, notamment en lien avec des nouvelles réglementations, et les certifications ne suivent pas forcément. Exactement, c'est le grand défi, justement. C'est le grand défi, et donc dans leur réponse, ils doivent établir les éléments qui montrent que les certifications actuelles, même si vous en avez 10, elles ne correspondent pas aux éléments de caractéristiques nouvelles ou d'activités nouvelles ou de compétences nouvelles qui ont émergé et qui donc peuvent trouver une réponse dans une nouvelle certification.
Alors, si je valide, si je suis certifié sur un de ces nouveaux métiers... Alors, attendez, ouais. ça, excusez-moi, on ne débouche pas directement sur la certification. Donc, on publie la liste des métiers. Enfin, France Compétences publie une fois par an la liste des métiers qui sont reconnus comme en particulière évolution. Et ensuite, aux opérateurs de proposer des certifications. Et quel est l'intérêt de cette démarche ? Cette démarche par le comité scientifique et par l'appel à contribution, l'intérêt de cette démarche est d'accélérer le processus et d'accélérer le rapprochement entre l'offre de certification adaptée et la demande du marché ou les besoins du marché du travail, puisque les certifications qui vont être proposées, elles bénéficieront de ce qu'on appelle un régime dérogatoire, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas à justifier de 2 ans d'exercice et d'appréciation de la valeur de la formation sur le marché du travail. Puisque c'est une nouvelle certification. C'est une nouvelle certification. Donc c'est un mécanisme clé pour qui permet de répondre à la question que vous vous posez, comment France Compétences s'aligne ou se dote de conditions pour accompagner et même favoriser l'identification des nouvelles compétences liées au métier, liées à la transition énergétique, écologique, numérique. Je vais m'adresser cette fois à vous, Marine. Si, par exemple, auprès d'une école ou d'un organisme de formation qui prépare à une de ces nouvelles certifications, est-ce que cela me garantit un emploi porteur ou un métier d'avenir, ou c'est juste expérimental dans un laps de temps donné, les premières années du moins? Alors, les certifications qui sont enregistrées avec ce régime dérogatoire sont enregistrées pour une durée de 3 ans. Donc effectivement, cette procédure dérogatoire prévoit de ne pas justifier des fameux critères 1 et 2 à la procédure d'enregistrement classique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les projets de certification qui ont été construits, qui ont été élaborés par des organismes de formation ou des organismes qui voudraient devenir des organismes certificateurs n'ont pas à justifier des effets, dans un premier temps, n'ont pas à justifier des effets de la certification sur le parcours professionnel des titulaires. Et donc, c'est bien la contrepartie d'un enregistrement à durée limitée d'une durée de 3 ans. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il s'agit d'une expérimentation, puisque s'il y a dérogation sur les critères 1 et 2, donc concernant l'insertion professionnelle, il y a bien l'ensemble des autres critères qui sont instruits par la direction de la certification professionnelle et qui sont débattus en commission de la certification professionnelle. Et les autres critères sont notamment un critère très important sur les référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation, qui vise vraiment, je dirais, à vérifier si le métier, ce métier qui est un peu nouveau, un peu émergent ou en particulière évolution, est bien dimensionné, s'il est bien entre guillemets, le bon reflet pour pouvoir derrière permettre une insertion professionnelle dans l'emploi et dans le métier visé. C'est quand même la finalité. Merci, c'est tout de suite plus clair avec vos explications détaillées. Là, je vais m'adresser à vous, Anne de Blinière. Donc, en quoi cette liste peut avoir un impact sur la transition énergétique, hein. Donc, on sait que c'est le défi de demain. La transition énergétique, c'est une trajectoire qui va nous ramener d'ici 2050 à une décarbonation totale de nos bâtiments. Donc, quel est l'impact, hein, je répète, de cette liste sur la transition énergétique? Alors, je rebondis sur ce qu'expliquait Marine. Impact sur la transition énergétique, l'un des premiers éléments, c'est une accélération de la reconnaissance de ces évolutions et donc de leur passage dans une formation, et donc la création des compétences. Et c'est là où on est aussi on s'inscrit dans le plan stratégie 2030, c'est-à-dire la création de nouveaux talents, hein, en réponse, voilà. Donc accélération et les critères qui sont très exigeants. Les branches doivent nous faire la démonstration qu'on a véritablement là
un nouveau métier. Et d'ailleurs, ça pose une question, puisque transition énergétique, ça veut dire aussi, on l'a vu cette année dans l'appel à contribution 2023, ça veut dire aussi des métiers en transition. Nous avons nous avons accepté sur la liste certains métiers dont nous ne savons pas s'ils seront encore valables dans 10 ans, puisque les métiers évoluent. Et donc, il y a des métiers en évolution qui sont identifiés comme étant pouvant donner lieu à de véritables certifications, mais qui peut-être demain, la transition ayant... Enfin, on ne sait pas, hein, on est à la fois dans un exercice de prospective et d'action. La transition ayant connu un certain achèvement, le métier lui-même sera autre. Donc, c'est des métiers en transition, enfin, ces métiers accompagnant la transition énergétique qui sont eux-mêmes en transition. C'est méticuleux tout ça. Absolument. Mais oui, c'est un travail, comment dirais-je, le travail notamment que fait le comité scientifique et la commission de certification professionnelle, c'est un travail d'élaboration constant d'une doctrine qui est un aller-retour entre les faits, les données qui viennent des terrains, et l'élaboration de recommandations pour accompagner la transition énergétique. Justement, on va parler du terrain. Vous voulez compléter, Marie? Oui, je voulais effectivement peut-être rebondir sur ce que disait Anne par rapport à l'appel à contribution. Donc chaque année, on met vraiment une priorité sur le fait qu'il s'aligne sur les grandes priorités nationales que sont par exemple la transition énergétique, la transition numérique, la relocalisation des activités en France. Et sur ce que disait Anne, c'est-à-dire le plan d'investissement France 2030, on souhaite aussi là que les contributions soient alignées, par exemple, sur l'objectif d'une alimentation saine et durable, sur la décarbonation de l'industrie ou sur, par exemple, les véhicules électriques. Et donc là, dans la liste qui a été donc effectivement publiée en décembre 2023, dont d'ailleurs nous venons juste hier de publier un guide pédagogique, il y a des métiers assez forts et directement en lien avec la transition écologique et énergétique. Par exemple, dans les métiers du bâtiment, on a le chef de projet en rénovation énergétique. Dans les métiers du numérique, on a le responsable Green IT. On en a aussi quelques-uns dans l'économie circulaire. Dans l'économie circulaire, merci. Donc, la gestion des déchets. Exactement. J'en ai vu aussi sur la modélisation des bâtiments, le réemploi des déchets également, le recyclage, parce que ce sont des grands défis de demain, le recyclage. Donc justement, on va parler... l'agriculture également, ouais. Avec l'éco-agriculture. Exactement. J'ai pu consulter effectivement cette liste hier, très intéressant. Donc on va parler justement du terrain. Donc la transition énergétique sur le terrain, ça se matérialise par des objectifs. Donc chaque année, ces objectifs-là sont de plus en plus ambitieux. Et justement, ça occasionne certaines évolutions dans les certifications qui sont préparées par les apprenants dans les écoles ou les centres de formation. Donc justement, comment France Compétences gère cette évolution des référentiels de certification des métiers de la transition énergétique face à cette mouvance réglementaire qui, je le répète, est régulière dans ce défi qu'est la transition énergétique. Alors, donc France Compétences est chargée de la tenue des répertoires nationaux, donc le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles, et le répertoire spécifique. Mais ce sont bien aux organismes eux-mêmes, ce sont bien les organismes qui sont responsables de l'élaboration, de la construction des référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation. Mais avant tout, de l'observation des situations de travail, d'être en lien avec les employeurs, d'être en lien avec les professionnels, par exemple aussi de s'être doté d'un système de veille sur les métiers et les compétences pour pouvoir construire le référentiel d'activité et de compétences qui soit le plus en phase avec les besoins en compétences des employeurs du marché du travail. Et c'est seulement une fois finalement qu'il y a eu tout ce processus d'élaboration par les organismes eux-mêmes. Le projet de certification arrive à France Compétences et c'est seulement
s'il est recevable, qu'il arrive en instruction et qu'il est étudié par un instructeur de la direction de la certification et qu'il est examiné également en commission de la certification professionnelle. Et donc, c'est ce que je vous disais finalement, il y a vraiment une grande attention qui est portée à l'analyse de ces référentiels d'activité et de compétences, a fortiori parce qu'on est sur des métiers qui ne sont pas encore complètement installés dans les organisations, mais que la finalité, c'est bien de s'insérer dans ces métiers-là. Et donc, il y a une attention particulière, vous parliez de mouvance réglementaire, sur certains métiers. Je pense là, par exemple, au métier de technicien de maintenance sur des véhicules électriques. Il y a effectivement un certain nombre, par exemple, d'habilitations spécifiques en lien avec la batterie électrique, en plus de la traditionnelle habilitation électrique, qui doivent figurer, qui doivent être prises en compte dans le référentiel d'activité et de compétences. Donc ça, c'est des choses qui vont être regardées attentivement par la commission de la certification professionnelle. Et il y a un point important que j'aimerais rajouter concernant le rôle, la fonction de l'établissement de la liste annuelle des métiers émergents par rapport au fonctionnement et à la vision qu'ont les acteurs de France Compétences. France Compétences a longtemps été perçue comme un organisme par lequel on doit passer pour avoir une certification ou une formation qui est agréée. Et donc l'établissement de la liste permet d'être dans une relation de dialogue avec les branches et les syndicats et de les sensibiliser davantage à cette approche compétences, observation des activités, identification des compétences, élaboration de référentiels de certification qui est encore loin d'être partagé et accepté et considéré comme une valeur ajoutée dans le monde de la formation. Avant de passer à un autre sujet, vous savez que le concept de cette émission, c'est aussi donner la parole à soit des professionnels, soit des usagers. Donc il est vrai que, pour ne rien vous cacher, on avait énormément de questions des observateurs, de la part des observateurs de notre émission, et on a sélectionné 2 questions qui sont, on va dire, les sujets sur lesquels on a eu le plus de demandes. Donc on va écouter tout de suite cette première question. C'est le moment de notre question pro. Que signifient les termes actifs et inactifs sur les fiches de certification? Je suis en cours de formation et le statut de ma certification professionnelle est passé en statut inactif. Que cela signifie-t-il? Merci. Voilà, donc question somme toute très intéressante, hein, qui brûle les lèvres de pas mal de stagiaires. On retrouve aussi ce genre de questions sur les réseaux sociaux. On voit ce genre de questions dans divers forums, choses comme ça. Donc c'est objet, entre guillemets, un peu de panique, si je puis dire ça. Quelle est la réponse que vous pourrez apporter à cette demoiselle? Okay. Effectivement, question très intéressante et très importante. Alors, une certification, effectivement, quand on va sur le répertoire national des certifications professionnelles et répertoire spécifique d'ailleurs aussi, on peut voir qu'il y a un certain nombre de certifications au statut actif ou inactif. Alors, justement, dès lors qu'un projet de certification devient certification professionnelle, donc que la commission a donné un avis favorable à l'enregistrement aux répertoires nationaux, une fiche est publiée donc, sur le site RNCP ou répertoire spécifique, et donc cette certification est active. La commission de la certification professionnelle a pu décider de l'enregistrer pour une durée maximum de 5 ans. Ou moins, par exemple. Mais en tout cas, maximum jusqu'à une durée de 5 ans. Et donc, la certification professionnelle sera active le temps de cette décision. Donc, jusqu'à ce maximum de 5 ans. L'activité, c'est une validité au final, c'est une durée de validité. C'est une durée de validité, tout à fait. Donc ça veut dire que pendant cette période, les formations peuvent effectivement préparer à cette certification professionnelle. Mais il ne faut pas mélanger le concept de formation et de certification professionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, quand on se rapproche de la date d'inactivité, je dirais la date d'échéance, qui est d'ailleurs une information qui est indiquée sur chacune des fiches certification, une personne peut encore partir en formation. C'est-à-dire qu'une personne peut encore partir en formation
de manière extrêmement schématique, jusqu'à presque la veille de la date d'échéance. C'est-à-dire qu'à l'acceptation du contrat, on va résumer ça comme ça, Exactement. à partir du moment où la date d'acceptation de contrat est inférieure à la date d'expiration du délai de l'activité de la certification reste valable. Exactement. Mais Donc, il est important que ça soit clarifié. absolument. Donc, Parce par que- exemple, par rapport à la question de la jeune fille, si elle est entrée dans son cursus de formation, ou tout comme, par exemple, une personne qui voudrait faire une validation des acquis et de l'expérience, si elle a déjà reçu la recevabilité de son dossier de VAE, ou si la personne est déjà en formation, ou que son contrat, par exemple, d'apprentissage ou d'alternance est déjà signé, c'est OK. Si cette date est antérieure à la date d'échéance, c'est OK. Elle va pouvoir se prévaloir des effets de la certification professionnelle. Ça veut dire qu'elle pourra passer le jury, les épreuves des évaluations et le jury de certification pour se prévaloir de ce diplôme. Voilà. Diplôme étant un autre compte terme. vraiment, c'est la date d'acceptation du contrat, soit de VAE ou de formation, Absolument. qu'il soit bien daté d'avant la période D'avant la date d'échéance. Voilà. Exactement. C'est vraiment ça. Donc je pense qu'on a quelque part rassuré la question par rapport à la question de cette demoiselle qui était inquiète Ah oui. parce qu'il y a eu expiration Exactement. en cours de formation et non pas avant l'entrée en formation et donc de l'acceptation du contrat. Par contre, effectivement, lorsqu'on est dans la phase de choix, donc on est avec ses parents, ou on fait un petit peu de benchmarking pour choisir une certification professionnelle donc reconnue par l'État, donc inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique. Lorsqu'on n'est pas déjà dans ce parcours, il faut effectivement choisir une certification qui est active. Sinon, on ne pourra pas se prévaloir, on aura beau entrer dans le cursus, la personne ne pourra pas se prévaloir des effets de la certification professionnelle du diplôme. Tout à fait. Donc là, c'est le coup près. C'est-à-dire à partir du moment où c'est indiqué que c'est inactif, on ne va pas rentrer dans un processus de formation étant donné que Actif c'est au inactif. moment de l'entrée. Au moment de l'entrée, tout à fait. Donc merci pour cette réponse. Je pense que Madame va être très rassurée par votre réponse qui est qui méritait. Inactif, ça fait un peu sanction, effectivement. Exactement, qui méritait un peu de précision. Donc peut-être l'inactivité, peut-être à voir avec France Compétences si on peut appeler ça dans le futur, réformer ça, appeler ça différemment, parce qu'on sait qu'il y a aussi des organismes de formation qui déposent à nouveau ce qu'on appelle un renouvellement, Ouais, absolument. si je ne m'abuse, et qui Tout à fait. leur certification peut être inactive sur le moment, mais peut-être sera réactivée par le jeu du renouvellement, ce qui n'est pas toujours le cas, faut se le dire. Donc c'est pour ça que on comprend mieux votre conseil de faire un choix d'une certification avec une échéance assez éloignée lorsqu'on est en période de choix, si je comprends bien, c'est ce que vous conseillez. Ou alors, s'il n'y a pas d'autre choix, si la certification est encore active au moment de passer le contrat, effectivement, elle sera valable à la fin de la formation. On peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'on laisse les formations inactives sur le portail RNCP. Tout simplement parce que la certification a existé à un moment donné. Donc ça veut dire qu'elle a existé et donc le titulaire peut se prévaloir de cette certification qui a existé. Donc c'est toujours valable sur son CV. Ça l'a été à un moment donné. Oui, c'est donc comme elle un n'a pas diplôme. Par disparu exemple, si du je prends l'exemple paysage. du baccalauréat, je l'ai pour la vie, même si l'école a fermé. Et c'est là où je l'ai pour la vie. il faut distinguer certification de formation. Tout à fait. C'est là l'intérêt. Voilà. Là, c'est tout de suite plus clair. Vous pouvez avoir le diplôme, mais pas la certification. Exactement. Donc, vous les laissez inactives. Il y a une valeur, si les cas. organismes qui dispensaient ces certifications n'existent plus, la personne qui a ce parchemin peut toujours se prévaloir de l'obtention en fait, de cette certification. Du niveau de qualification et de l'obtention de cette certification, en effet. Très bien, donc c'est très clair. Donc là, on va parler de l'évolution dans certains métiers qui sont très stressés par la réglementation. Et on a une question, cette fois d'une professionnelle, non pas d'une usagère, mais d'une professionnelle de la formation. C'est le moment de notre deuxième question pro. Depuis plus d'un an, le métier de diagnostiqueur a fortement évolué et les certifications professionnelles ne reflètent plus le métier. De plus, un niveau supérieur est demandé, notamment pour devenir mon accompagnateur rénov ou encore réaliser les DTG. Comment les certificateurs et France Compétences peuvent remédier à cela ?
Tout à fait. Oui. Alors, Question très intéressante oui. et épineuse à la fois. Non, Donc, parce qu'elle renvoie aussi au certificateur. Donc c'est bien. 2 éléments de réponse. Donc effectivement, déjà, une certification professionnelle est enregistrée pour une certaine durée au RNCP. Et donc, dans les référentiels d'activité et de compétences, il doit y avoir, comment dirais-je, il y a le choix de la maille de cette activité et de cette compétence. Donc, effectivement, un référentiel de certification doit absolument tenir compte du cadre légal et réglementaire pour pouvoir exercer, pour faire en sorte que les titulaires de ces certifications professionnelles puissent exercer le métier. Pour autant, un référentiel d'activité et de compétences ne va pas renvoyer à l'arrêté numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Il doit quand même y avoir une certaine prise de hauteur pour rester vraiment sur la compétence professionnelle qui va permettre d'exercer et permettre aussi une certaine forme de stabilité et de valeur sur le marché du travail et sur un CV. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'il faut bien distinguer la formation de la certification professionnelle. C'est-à-dire que si la certification professionnelle, elle va peut-être avoir un petit peu de hauteur, une maille un petit peu plus large en termes d'identification de la compétence, la formation, elle, qui va préparer à cette certification professionnelle, doit absolument tenir compte, effectivement, des nouveaux arrêtés, des nouveaux décrets, bref, du nouveau cadre légal et réglementaire qui viendrait modifier ou qui viendrait compléter les gestes professionnels, les compétences professionnelles, même les connaissances, ne serait-ce que des connaissances du cadre légal et réglementaire en termes de rénovation énergétique. Donc, pour résumer, c'est à l'organisme de formation de se tenir à jour des évolutions réglementaires de sa formation, en fait. Absolument. Et le troisième point, et qui est un point assez essentiel, c'est que ce sont bien aux organismes certificateurs de rester en veille sur l'évolution des métiers et des compétences qu'ils portent dans leur certification professionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement censés être en lien avec les secteurs professionnels, avec les entreprises et les employeurs, et avoir un système de veille. Lorsqu'ils constatent qu'il y a vraiment inadéquation ou qu'il y a vraiment un changement très important dans la certification professionnelle et que derrière cette certification professionnelle, elle ne va plus permettre à ses titulaires d'exercer, l'organisme doit lui-même proposer un renouvellement de sa certification Rentrer dans une professionnelle. démarche de renouvellement avec éventuellement Tout à fait. la sollicitation d'un niveau supérieur tel que c'est été le cas dans cette question. Oui, absolument, et ça a déjà été le cas dans d'autres secteurs, par exemple le secteur nucléaire pour tout ce qui concerne la radioprotection. On est passé d'un niveau 4 à un niveau 5, donc ça a déjà été le cas, et l'organisme a fait une demande de renouvellement anticipé, c'est-à-dire que la certification pouvait courir par exemple jusqu'à 2026, mais il y a eu ce changement réglementaire et l'organisme a de lui-même fait le renouvellement de sa certification professionnelle. Alors, pour résumer, je suis organisme de formation, je dois m'engager à ce que je suis les évolutions et de ce que j'enseigne est en conformité avec la réglementation, d'une part, et d'autre part, si mon métier évolue par la réglementation qui exige un niveau supérieur de qualification, c'est à moi, organisme de formation, de redéposer un nouveau dossier, une nouvelle demande ou un renouvellement à l'échelon supérieur. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Madame de Binière ? Je rajouterais que ça fait partie, que cette veille fait partie des missions de tout organisme de formation, puisque les métiers évoluent et même il doit savoir s'interroger sur le fait qu'une réglementation, une nouvelle réglementation change-t-elle profondément la compétence ? Ou est-ce que c'est une information ou une nouvelle connaissance ? Donc, ce travail d'observation et de veille est inhérent au métier d'organisme de formation. Qui a beaucoup évolué, le métier d'organisme de formation ces dernières années. Comment ? Il a beaucoup évolué, le métier d'organisme de formation ces dernières années. Donc, c'est peut-être le mot de la fin, finalement, d'avoir une veille absolument intégrée à la pratique de formation. Intégrée à la pratique de formation. Et en même temps, à bien distinguer, parce qu'effectivement, vous citiez le diagnostiqueur avec une évolution rapide des réglementations, est-ce qu'elle change pour autant la totalité des compétences ?
Tout à Vous fait. voyez, ça peut effectivement, on peut faire évoluer le niveau de certification, on peut rajouter de nouvelles compétences, transformer des compétences, mais ce travail-là, il est à faire par l'organisme certificateur, sinon il n'est plus organisme de formation. On l'aura compris, France Compétences est quand même assez bien structuré et une grande partie des responsabilités repose en fait sur les écoles et les organismes de formation. Si on peut Ah bah oui. résumer, on peut résumer cela ainsi. Oui, enfin, chacun a son rôle, c'est-à-dire que l'organisme certificateur est en veille, est en lien, il doit être en lien avec les professionnels. C'est lui qui établit, qui construit, qui élabore son projet de certification professionnelle, non seulement en termes de référentiel, mais aussi à l'aide de ce qu'il a pu constater en termes d'effet sur l'insertion professionnelle des titulaires. Donc, est-ce que ma certification professionnelle a permis une insertion dans l'emploi global? Est-ce que ça a permis que les titulaires s'insèrent dans le métier visé? Est-ce que j'ai élaboré un référentiel d'activité de compétences? Est-ce que j'ai les bons processus derrière pour mettre en œuvre ma certification professionnelle? Donc, Est-ce que je bien valide bien mes compétences? le référentiel d'évaluation, effectivement. Et donc, c'est cet ensemble d'informations qui va être communiqué, envoyé à France Compétences, à la direction et à sa commission de la certification professionnelle pour avis. Effectivement, la base, la racine, c'est le travail des organismes certificateurs. Tout à fait. Ce n'est pas France Compétences. France Compétences apprécie, instruit, évalue et valide. Ben, c'est la conclusion de cet entretien. Anne de Blinière, merci beaucoup. Marine Grimoldi, merci d'avoir assisté et répondu à nos questions du grand débrief de la transition énergétique. Quant à nous, je vous retrouve dans notre prochain numéro.